Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc lorsque nous avons construit les spineurs, plutôt les bispineurs, pour les solutions de l'équation de Dirac, nous avons fait l'hypothèse que la masse des particules, les électrons, était non nulle. Mais cette équation peut décrire diverses particules de spin 1,5, et donc on pourrait imaginer examiner le cas de la masse nulle. En fait, il existe des particules de masse nulle. Par exemple, le photon, qui transmet la lumière, est une particule sans masse. Cela résulte d'ailleurs de l'invariance de jauge de la théorie de Maxwell. Les deux sont liés. Il y a aussi le gluon, particule qui véhicule l'interaction forte, l'interaction nucléaire. Et il y a aussi le graviton. Alors le graviton est une particule hypothétique dans le cas où on quantifierait la gravité. Il n'est pas démontré expérimentalement. Ces particules n'ont pas des spins 1,5, elles ont des particules spin 1, le graviton aurait un spin 2. Mais il y a aussi d'autres particules comme le neutrino, qui est de spin 1,5. Donc ça vaut la peine d'examiner cette possibilité. Notons que on sait maintenant que le neutrino a une masse non nulle. Ceci est dû à d'autres phénomènes que nous n'avons pas du tout étudiés, qui sont par exemple l'oscillation des neutrinos, mais la masse mesurée expérimentalement est une borne inférieure, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement mesuré leur masse, seulement on sait juste qu'elle est non nulle et qu'elle est plus petite qu'une certaine valeur, et cette valeur est extrêmement faible. Ça se chiffre pour le neutrino électronique en seulement quelques électronvolts. C'est vraiment une borne supérieure extrêmement petite, tellement petite qu'on n'arrive pas à la mesurer. Et quelles que soient les mesures qu'on fait, on trouve toujours des neutrinos qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Pour une particule massive, elle doit avoir une vitesse différente, mais la différence est tellement faible qu'on ne sait pas la mesurer. Donc, essentiellement, le neutrino se comporte comme une particule de masse nulle. Et donc, étudier les équations pour le cas des masses nulles est tout à fait correct. De plus, même des particules massives, lorsqu'elles ont une énergie énorme, par exemple dans les grands accélérateurs de particules ou dans les rayons cosmiques, elles ont une énergie énorme et à ce moment-là, le rapport entre leur énergie propre, mc carré, et E, peut être extrêmement petit. C'est-à-dire que leur énergie propre, ou leur masse, est négligeable. Et ces particules se comportent comme des particules sans masse. Donc là aussi, de telles équations pour des particules sans masse est utile. Donc on part de l'équation du Dirac, dans laquelle on pose simplement la masse égale à 0. On obtient l'équation que nous avons vue, un peu plus simple, puisqu'il n'y a pas de masse. Après quelques calculs, on trouve facilement que les solutions doivent être telles que leur chiralité est égale à l'hélicité. Alors, rappelons que la chiralité, c'est comme les gants de main gauche et de main droite, c'est lié à la symétrie sous la parité, et l'hélicité est liée au spin, c'est-à-dire que le fait que quand on regarde une particule s'éloigner par l'arrière, on la voit tourner comme un tire-bouchon, et ça donne l'hélicité. Et donc, pour une particule de masse nulle, les deux doivent être égales, du moins pour des solutions d'énergie positive. Pour des solutions d'énergie négative, on doit avoir chiralité égale moins hélicité. Mais les deux vont toujours de pair. On peut donc calculer les solutions en les classant selon, par exemple, la chiralité. Et donc, on écrit ces équations, et ce qu'on constate, on calcule ces solutions, on écrit ces solutions, et ce qu'on constate, donc évidemment je ne fais pas les développements, c'est qu'on obtient que non pas 4 solutions indépendantes, comme dans le cas de l'électron, qui était le cas avec spin haut, spin bas pour l'électron et le positron, ce qui donne 4 solutions. Ici, il y a seulement 2 solutions indépendantes. Évidemment, ce fait-là n'est pas innocent dans ce phénomène. Et de fait, l'utilisation des bispineurs n'est plus nécessaire. Il est même plus pratique et plus clair de travailler avec simplement des spineurs à 2 composantes. Si on reprend l'équation de Dirac sur la masse, qu'on impose les conditions que nous avions vues pour l'équation, et qu'on reprend l'algèbre
des coefficients alpha, on trouve cette fois-ci que le commutateur alpha i, alpha j, de deux matrices, doit être égal à 2 delta ij. Donc, delta ij est égal à 1 quand les deux sont égaux, à 0 sinon. Et ça, plus besoin d'avoir 4 composantes pour l'implémenter. On peut implémenter ça facilement avec 2 composantes. Et en fait, les matrices de Pauli, les spinners, les spinners de Pauli, obéissent à cette algèbre. Donc, on peut parfaitement faire l'identification alpha i donne sigma i. Donc, on remplace les alpha i par les sigma i et le tour est joué. On obtient l'équation de Dirac sans masse avec les matrices de Pauli. Notons que cette solution correspond à l'hélicité 0 positive. On peut faire aussi le choix de moins sigma i, ça revient même, moins fois moins égale positif, donc on obtient les mêmes résultats, et ça correspond cette fois-ci à l'hélicité négative. Et on peut alors écrire les solutions comme de simples spinners à 2 composantes. Ces solutions furent présentées assez tôt, à peu près à l'époque de Dirac, un peu après, par Weil. Weil montra ces solutions, mais elles furent rejetées parce qu'elles violent la parité, puisqu'en effet, pour les énergies positives, disons, on a, pour un choix donné, on a une chiralité positive. Et donc, sous la symétrie P, ça donne une chiralité négative qui n'est pas solution des équations. Donc, la physique là n'est plus invariante sous la parité. Donc, ça fut rejeté. Mais ce rejet était prématuré. Parce qu'à l'époque, on pensait que la parité était toujours conservée. Ainsi d'ailleurs que la symétrie sous conjugaison de charge ou symétrie par renversement du temps. Mais on découvrit, ce fut une surprise, par l'expérience, dans des interactions de type des intégrations bêta, donc des intégrations d'un neutron qui donne un proton, un électron et un antineutrino. On montra, par analyse de cette désintégration, que la chiralité la parité est violée. C'est-à-dire qu'il n'existe que des neutrinos de chiralité négative. Uniquement. Les neutrinos ont donc une hélicité moins 1 et les antineutrinos une hélicité plus 1. Ça veut dire que si on prend un neutrino qui a une chiralité négative, si on prend son image dans un miroir, on obtient le reflet, une particule de chiralité positive. Tout comme un gant gauche qui se reflète dans un miroir donne un gant droit. Et le reflet correspond donc à quelque chose qui n'existe pas physiquement, qui en tout cas n'est pas observé. Donc, la physique des neutrinos viole la parité P. Elle est violée. Par conséquent, les équations, l'approche de Weil, avec les spinners à 2 composantes et ses solutions, conviennent parfaitement. Notons que la parité change la chiralité, mais la conjugaison de charge aussi. Rappelez-vous, quand on avait vu que la conjugaison de charge pour un spin haut donnait un spin bas, c'est exactement ce qu'on a ici aussi. On peut calculer C dans le cas où la masse est égale 0, vérifier qu'elle change la chiralité, elle l'inverse. Donc il y a aussi une violation de la conjugaison de charge. Par contre, si on prend la combinaison CP, on fait à la fois une conjugaison de charge qui change neutrino en antineutrino d'ailleurs, avec évidemment pas de charge électrique ici, ils sont neutres, et en même temps on applique la parité, donc on applique les deux à la fois, ce qui fait que la chiralité, elle change une fois avec ça, donc elle reste positive. Et ça donne donc une solution qui est physiquement sensible. Le neutrino devient un
le neutrino de chiralité positive devient un antineutrino de chiralité positive. L'hélicité reste, s'inverse aussi sous la parité, elle reste inchangée sous C. Donc l'hélicité, elle, est inversée, comme il se doit. Et on vérifie par quelques calculs que CP donne effectivement une symétrie, que les équations de Weyl sont invariantes sous cette symétrie. On a longtemps cru que la symétrie CP était conservée. En fait, non, j'en avais parlé lors de la désintégration de maison K. Le CP est légèrement violé aussi par les interactions faibles, dans lesquelles les neutrinos jouent un rôle, mais dans des processus qui font intervenir le quark étrange, donc le neutrino seul, en interaction avec l'électron, n'a pas ce phénomène. La violation CP est d'ailleurs très faible. Voilà, pour les particules de masse nulle, ce n'est pas bien compliqué, il fallait juste préciser quelque chose. Évidemment, je ne suis pas entré dans les détails des calculs. On peut aussi tirer d'autres choses de la mécanique quantique relativiste. Je ne vais pas les développer ici parce que ils sont essentiellement très techniques, très calculatoires, et ma foi, je vous l'ai dit, pour avoir une vraie théorie qui prend en compte les antiparticules, il faut en principe passer à la théorie quantique des champs, que je n'aborde pas ici. Donc, laissons tomber ces développements, ces calculs assez épouvantables qui ne nous apporteront pas grand-chose ici. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons quitter le monde de la mécanique quantique relativiste, en tout cas dans la théorie de Dirac. Et nous avons beaucoup étudié la mécanique quantique, ses développements, ses applications. Il est maintenant temps de revenir au fondement, aux bases de la mécanique quantique, pour mieux la comprendre. Après tout, maintenant, on sait comment elle marche, on sait comment elle fonctionne, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir. Donc, repenchons-nous un peu sur les fondements de cette théorie. Donc, nous allons revoir l'intrication de près, et nous allons voir une série de théorèmes. Alors, je ne les démontrerai pas ici, je ne donnerai pas des équations compliquées, je décrirai ces théorèmes, leurs applications, etc. Ces théorèmes sont très importants. Nous verrons une série d'applications liées notamment à l'intrication, ce qu'on appelle actuellement la seconde révolution quantique, avec la téléportation quantique, la cryptographie quantique, le calcul quantique. Donc, nous verrons un peu tout cela. Nous verrons aussi la décohérence quantique, un mécanisme extrêmement important qui fait le lien entre le monde quantique et le monde classique. Et nous verrons, bien sûr, les interprétations de la mécanique quantique et l'application de ces interprétations. Donc, encore beaucoup de choses à voir, mais l'important, c'est que nous revenons maintenant au fondement. Nous allons voir des choses d'ailleurs qui sont nettement plus simples que les calculs que je n'ai pas osé vous montrer, avec des développements, avec des intégrales, avec des équations différentielles. C'est techniquement souvent plus simple, mais conceptuellement, c'est plus difficile. Mais maintenant, nous sommes bien armés pour aborder ça. Donc, dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur l'intrication. Je vous remercie.